dans le cadre des assises, lorsqu'il voit la personne jugée et condamnée, alors que la condamnation ne ramène rien et que la cicatrice, la blessure, elle est toujours là, et ben certains sont soulagés, parce que c'est ça aussi un procès. Un procès, c'est aussi pour soulager les parties civiles, c'est pour les reconnaître dans leur qualité de victimes. Parce que c'est d'ailleurs ce dont on montre, c'est qu'en tuant un Africain comme on tuerait un chien, la vie d'un Africain n'a pas d'importance, et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Lorsque, en France, vous avez quelques militaires qui sont tués, on en fait des tonnes, on en parle pendant des jours, et pourtant un militaire, par définition, il prend le risque de mourir. Mais on en parle pendant des heures et des jours et des mois. Mais lorsqu'on tue des milliers d'Africains, qui en parle? Lorsqu'on tue des milliers d'Arabes, qui en parle? Comme si la vie d'un Africain ou la vie d'un Arabe dans la péninsule arabique n'avait que peu d'importance. Et là-dessus, c'est inacceptable et on doit se battre pour cela, pour que la vie des Africains, la vie de nos ressortissants, quel que soit le pays, ait de l'importance. Mais ça commence par les Africains eux-mêmes. Ça commence par les Africains eux-mêmes. On ne peut pas accepter que nos politiques, à chaque fois, nous disent « Bon, on va faire une loi d'amnistie. » Une loi d'amnistie? Mais quand on va tuer mon père ou ma mère, moi je ne suis pas d'accord qu'on fasse une loi d'amnistie. Moi je veux qu'on juge les personnes qui en sont responsables. Je veux qu'on les condamne et qu'elles fassent véritablement leur peine. Pas qu'on les laisse vivre dans des conditions qu'on les libère au bout d'un an. Non, il faut de véritables condamnations et qu'elles soient véritablement effectuées. Il faut de véritables indemnisations. Il est inconcevable, inacceptable que toutes ces personnes qui vivent dans des palaces aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demain on leur dit au nom d'une amnistie, bon on tourne la page et on passe à autre chose, alors que des personnes se retrouvent sans leurs proches et qu'elles ne demeureront pas indemnisées. Moi je suis pour qu'on les condamne, qu'on les foute en prison et qu'on saisisse tous leurs biens, qu'on vende et qu'on indemnise les victimes. Voilà mon sens de la justice et qu'on reconnaisse toutes les victimes de Côte d'Ivoire comme des victimes. Et je pense que c'est important, notamment dans nos jeunes États. Voilà ma lutte, voilà mon combat en tout cas. Donc c'est peut-être idéaliste, mais ce n'est pas une rêverie, je ne crois, je vous rassure pas au Père Noël. Donc concernant maintenant, effectivement je suis d'accord avec vous, comment se fait-il que la CPI n'a pas sanctionné Bensouda, parce que concrètement, ou le procureur, parce qu'effectivement c'est aberrant de présenter des éléments de preuve, mais qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves, parce que si ça n'avait pas été dénoncé, mais ça constitue des éléments graves qu'on aurait pu imputer au président Laurent Gbagbo. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Et pourquoi n'a pas été sanctionné? Mais votre question traduit quelque part, j'allais dire elle est ironique, parce que vous savez très bien pourquoi on ne les a pas sanctionnés. On ne les a pas sanctionnés pourquoi? Parce que le procureur, comme les magistrats, c'est un même système. C'est un même système. On se montrera toujours beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sévère face à la défense, face à des avocats, puisque vous savez que même dans le cas du dossier Bemba, il y avait des avocats qui se sont retrouvés en prison. Donc concrètement, on se montrera toujours plus sévère vis-à-vis des avocats, mais alors vis-à-vis du procureur qui est pratiquement... Mais des fois, j'ai l'impression que le procureur a rang de chef d'État. Puisque la procureure a pu se balader, discuter avec Hollande, avec Ouattara, enfin, elle a rang de chef d'État pratiquement. Et on croit sincèrement qu'on pourrait la poursuivre, elle? Non, surtout que ce genre de choses font en sorte que le procureur, justement, soit à l'abri de beaucoup de choses. Finalement, le statut de procureur est un tremplin dans leur carrière, puisque ça leur permet, par la suite, au Campo, je crois qu'il travaille dans un gros cabinet américain, je crois, enfin en tout cas, ils occupent ensuite des places extrêmement importantes. Vous ne savez même pas si Bensouda demain n'aurait pas des ambitions politiques dans son pays. Hein. Donc concrètement, voilà à quoi sert le bureau du procureur. Et puis c'est aussi à faire le sale travail, la petite besogne de la communauté internationale, entre guillemets. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on la remercie pour ses bons et loyaux services. Voilà, elle veut, il ne faut pas se leurrer, et je pense que son ambition à elle veut être celle qui a fait condamner Gbagbo. C'est ça son ambition. Elle veut être celle qui a fait condamner Gbagbo. La justice pour les Ivoiriens, c'est le cadet de ses soucis. Elle le montre. Sinon, elle n'agirait pas de cette manière-là. Mais il faut la mettre face à ses responsabilités aussi. Il ne faut pas qu'on se dise... Parce que le drame serait de se dire ce système, il est pourri. De toute manière, les dés sont pipés, les dés sont jetés d'avance et ne rien faire. Parce que quand on ne fait rien, ils vont dire ah bah oui, mais enfin, vous n'avez rien fait, hein. Vous n'êtes pas défendu, hein. Voilà. Concrètement, quand vous les entendez, ils vont dire ah, est-ce que vous avez déposé plainte? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Bah, aujourd'hui, ils peuvent voir qu'on a dénoncé, on fait des choses.
on se berce pas d'illusions, mais on va se battre pour en faire une réalité, avec nos petits moyens. Donc voilà pour faire ce que je pouvais dire concernant votre. Monsieur au milieu. Oui, je veux poser la question à Riva pour savoir le procès de Michel Gbagbo. Est-ce qu'il y a encore une suite? Parce que depuis qu'on nous a dit que M. Soro avait pris la cour des trompettes, on n'a plus rien attendu. Je voulais encore poser une deuxième question parce que je suppose que nous sommes tous ici et puis nous sommes là parce que nous sommes tous un peu de justice ici. Et alors, ma première question, quand j'avais parlé de perspective par rapport à ce que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Et j'aimerais poser une question un peu directe avec Toula Biba en ce qui concerne l'issue en fait de ce procès. Est-ce que y aura-t-il une issue heureuse de ce procès-là? Est-ce que cette issue-là lui parle? Ok, je voudrais quand même revenir, pas revenir, mais poser une autre question. Je pense que ça peut être cadré avec le sujet qui est traité. Je voudrais parler de Mme Gbagbo. Apparemment, dans les informations que nous avons, beaucoup d'ONG, même droits de l'homme et autres, réclament la présence de Mme Gbagbo à la CPI. Et nous avons en face un pouvoir en Côte d'Ivoire, le gouvernement. Toutes les interventions qui sont faites montrent qu'il n'y a pas cette volonté réelle de vouloir faire partie la dame à la CPI. Alors je voudrais savoir un peu, en tant que juriste, quelle est l'analyse que vous faites de la situation. Est-ce un danger pour ceux qu'on doit poursuivre après dans le temps, etc. Ou qu'est-ce que ça cache pour vous en tant que juriste et puis, bon, politiquement parlant, vous êtes vraiment bien informé de la chose. Quelle est votre analyse que vous faites de la situation? Nous allons rester avec les 3 questions. Alors, concernant Michel Gbagbo, comme je vous l'ai dit, on avait déposé plainte en France. On m'avait dit, à l'époque, certains m'avaient dit que ça avait bien fait rire M. Soro, parce qu'il disait que ça allait aller nulle part. Tout avocat sait qu'une procédure pénale dure longtemps, ça prend du temps. Souvent, c'est vrai, nos clients sont très impatients, mais on est confronté, en ce qui concerne le public, au secret de l'instruction, donc il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire, et pourtant que l'on fait. Et vis-à-vis du client qui s'impatiente, c'est de lui dire, bah oui, mais enfin, une procédure pénale, ça prend du temps, ça met du temps, il faut du temps. Il faut du temps pourquoi? Parce qu'il faut faire des actes, il faut attendre le retour des actes, il faut encore reposer de nouveaux actes, enfin bref, ça prend un temps infini, ça c'est vrai. Donc ce qui est certain, c'est que depuis 2011, nous on n'a pas dormi. Nous avons posé des actes très régulièrement pour arriver à ce qui est arrivé. Alors, que s'est-il passé? Il s'est passé que Monsieur Guillaume Soro avait été convoqué à maintes reprises par le juge d'instruction, parce que c'est quelque chose de classique. C'est-à-dire, quand vous déposez plainte, le juge d'instruction, dans un premier temps, convoque la victime, la partie civile, pour l'entendre, d'accord? Pour savoir exactement, avoir des précisions sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle dénonce. Dans d'autres cas, alors que Michel Gbagbo au début était en prison, donc la juge avait demandé à aller sur place, on lui a refusé. Bon, quand Michel Gbagbo a été remis en liberté, et je vous précise, il n'avait pas d'interdiction de voyager, il a été remis en liberté, il était son contrôle judiciaire ne précisait rien du tout, il n'y avait pas de contrôle judiciaire en réalité, hein. Donc il n'y avait pas d'interdiction de voyager. Pour preuve, d'autres personnes inculpées, poursuivies, pouvaient voyager librement. Donc voilà. Donc Michel Gbagbo, lui, avait été convoqué par le juge d'instruction pour apporter des précisions. Sauf qu'il a été bloqué à 3 reprises, de manière complètement arbitraire, où on a dit, bon voilà, il y a une procédure en Côte d'Ivoire, c'est quand seulement il aura terminé avec la procédure ivoirienne qu'il pourra éventuellement répondre à une convocation. Je tiens à préciser sur cet élément que c'est même contraire, parce que maintenant ils font état de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien,
Cette attitude est même contraire à l'accord de coopération judiciaire. Puisque face à une convocation faite, dès lors qu'ils ont des garanties que le mise en cause, le mise en examen allait retourner en Côte d'Ivoire, ils auraient dû lui permettre d'être entendu par le juge français. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas respecté l'accord judiciaire franco-ivoirien et a empêché Michel Gbagbo de se rendre en France. À partir de ce moment-là, le juge, que dit-il? Que dit-elle en l'occurrence? Elle dit, bon, très bien, comme la victime, la partie civile, ne peut pas venir, mais que les mises en cause, eux, ne font l'objet d'aucune procédure, je convoque les mises en cause pour les entendre. Et c'est dans le cadre de cette convocation que M. Soro n'a pas voulu, contrairement à ce qui est indiqué, il a reçu plusieurs convocations. Il n'a pas, au début, ses avocats ont dit, d'ailleurs j'en parle parce que ses avocats se sont répandus dans la presse à propos de ça, ses avocats ont expliqué qu'eux, ils avaient demandé le report. Ils avaient demandé le report de l'audition de M. Soro parce que il y avait les élections présidentielles et que, bon, donc ils demandent à la juge de reporter la convocation de manière à ce qu'il puisse, c'était les élections de 2015, hein, donc à ce qu'il puisse, en tout cas, être aux côtés de M. Ouattara pour les élections présidentielles. Très bien. Donc la convocation a été reportée. Maintenant, alors qu'elle a été reportée à leur demande, ils décident de ne plus venir. Voilà ce qui s'est passé. Ils décident de ne plus venir. Bof, moi je viens pas. Bon, moi je suis tout puissant. Moi je suis l'ami des grands de ce monde. Bon, moi je viens pas. Très bien. Sauf que c'est mal connaître le système judiciaire français. C'est mal connaître le système judiciaire français. Et c'est mal connaître l'indépendance du juge d'instruction en France. Les juges d'instruction ne supportent pas qu'on les méprise. Donc dès lors qu'il n'a pas répondu aux convocations, qu'il était sur le territoire français, et puis il s'est affiché sur Facebook en disant qu'il était en visite privée, qu'il se fait couper les cheveux dans Paris, mais la juge d'instruction fait très bien, quand tu auras fini de te faire couper les cheveux là, moi aussi je t'amène les policiers et tu vas finir dans mon bureau. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'effectivement, la police s'était rendue à son domicile pour l'amener dans le bureau du juge, et pris de panique, tout d'un coup, on a découvert une mission sortie de nulle part de M. Ouattara, expliquant que M. Soro était là dans le cadre de la COP21. Bon, personne n'était dupe, on a tous compris que la lettre de mission remise dans la précipitation antidatée et haute n'était là que pour faire en sorte que M. Soro ne réponde pas à la convocation, d'accord? Et il en a profité, comme vous l'avez indiqué, pour prendre la poudre d'escampette, puisque tout d'un coup, il a décidé de ne plus accomplir sa mission de la COP21 et est reparti nuitamment pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Mais ça aurait eu le mérite de montrer que quand on pose des actes, on ne sait jamais, on peut parvenir à des résultats. On peut parvenir à des résultats. Et donc, ça aura eu le mérite de montrer ça, et ça aura eu le mérite de montrer aux Ivoiriens que M. Soro, là, il n'est pas intouchable. Et donc, si lui n'est pas intouchable, toute leur clique, tôt ou tard, on pourra les avoir. Donc, voilà pour répondre à votre question. Alors, maintenant, ce qui concerne l'issue heureuse du président concernant le procès, je l'indiquais tout à l'heure, Dieu seul le sait, mais il n'est pas bavard. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'au regard des éléments de preuve, concrètement, n'importe quel juriste va vous dire mais ça ne tient pas la route, quoi. C'est qu'on ne peut aboutir concrètement qu'à un acquittement. Il n'aurait même pas dû y avoir de procès. Donc, mais il y a eu procès. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, bon, il faut se battre, il faut mettre en évidence au procès public qu'il faut se battre pour un acquittement. Voilà l'objectif. Alors, quels sont les schémas? Il peut y avoir condamnation. On ne peut pas l'écarter, je ne vais pas vous mentir. Il peut y avoir lourde condamnation. Il peut aussi y avoir une condamnation pour sauver la face. C'est-à-dire une condamnation pour dire on avait raison, mais qui va couvrir la période de détention. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous êtes coupable, mais on vous condamne en fait à la période de détention, et donc on vous remet en liberté. Mais on avait raison quand même. Vous voyez? C'est très fréquent, là, on le retrouve aussi en droit. Dans certains procès, ça arrive. Donc c'est la solution. Et c'est une hypothèse. Troisième hypothèse, l'acquittement. C'est une hypothèse aussi. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont détenu près de 10 ans un individu qui n'avait rien fait, parce que je vous rappelle que devant la CPI, il n'y a pas d'indemnisation pour la détention. Il n'y a pas d'indemnisation. Donc on vous détient 10 ans, et après, bon, bah, vous repartez comme ça, vous avez perdu 10 ans, mais bon, ça part en perte et profit. Il n'y a pas d'indemnisation, ce qui est quand même scandaleux.